Mardi 6 décembre 2016 à Langrune-sur-Mer, une petite station balnéaire au nord de Caen. Vanessa Mellet, une jeune femme de 37 ans, est venue passer quelques jours chez sa mère et son beau-père pour se reposer. Seulement ce matin-là, Annick Daigle, la mère de la jeune femme, va voir sa vie basculer. Je dormais avec elle parce que je la sentais angoissée. Elle se lève, je ne sais pas quelle heure il était, parce que je n'avais pas la vue sur le réveil. Elle va dans la salle de bain, elle fait couler l'eau. Moi, je l'avais entendu, je dors pas beaucoup, je l'avais entendu, elle marchait. Je dis, tiens, elle est déjà levée. Pourtant, ce n'est pas dans les habitudes de la jeune femme de se lever si tôt. Annick sent bien que chez sa fille, quelque chose ne va pas. À un moment donné, elle se parle à elle-même, elle se dit, est-ce que je mets mon manteau ? Je me lève d'un bond, je la vois face à moi, habillée, je la regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu fais Vanessa ? Où tu vas ? Elle me fait, je vais faire un tour. Là j'ai dit non ma fille, non, puis je voyais la nuit dehors, je dis non, tu vas pas aller faire un tour, il fait nuit. Genre fixer ses mains, et elle avait pas de clé, elle avait pas de sac, elle avait rien du tout. Elle a la main sur la planche, elle se retourne, elle me regarde, elle me fixe. Je vais faire un tour, qu'elle me fait, et je reviens, avec sa petite voix comme ça, en me disant, t'inquiète pas, maman, je reviens. Et puis elle s'en va. Moi, je vais dans la cuisine, je regarde l'heure, c'est 7h30. Annick repart se coucher. C'est la dernière fois qu'elle verra sa fille Vanessa. Car à compter de cet instant, la jeune femme disparaît comme si elle s'était volatilisée. Ma Vanessa, toujours magnifique, toujours très coquette. Elle se dévoilait pas, hein. Elle avait ses jardins secrets. Hein. Ma fille, elle est tombée dans un piège. Elle l'a pas vu arriver. Est-elle montée dans une voiture ? C'est fort probable. Ils sont passés des appareils pour voir si des fois elle aurait pas enterré le corps dans le jardin. L'enquêtrice, pour moi, c'est la justice. Et ce qu'elle m'a fait, elle m'a trahi. Il y avait beaucoup de menaces, de choses comme ça. Sur un coup de colère, ça peut vite dégénérer. Personne ne nous répond. Et c'est un silence assourdissant. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Il faut le dire. Alors, pourquoi Vanessa est-elle sortie ce matin-là ? Où allait-elle ? Que lui est-il arrivé ? Ce 6 décembre 2016, à Langrune-sur-Mer, Annick se réveille en sursaut au milieu de la matinée. Vanessa est-elle rentrée ? D'un seul coup, je me lève, il était 10h. Qu'est-ce qui m'a pris ? De me recoucher. Pourquoi je me suis recouchée ? Vanessa. Ma femme vient me dire, mais où est-ce qu'elle est, Vanessa ? J'ai fait, elle est dans les chambres, elle est avec toi. Mais j'ai dit non, Vanessa, elle est partie à 7h30. Vanessa est partie à 7h30 faire un tour. Où elle est ? Annick s'inquiète et on la comprend. D'autant qu'un détail va l'affoler davantage. En fouillant la maison, elle découvre le téléphone de sa fille resté sur la table de nuit. Je me dis qu'elle partait jamais sans son téléphone. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment qu'elle va faire pour m'appeler ? Aussitôt, je me suis dit, mais comment je vais faire, moi, pour savoir où elle est ? Pire encore, lorsque la jeune femme a quitté la maison au petit matin, elle est partie sans argent ni papier d'identité. Elle a même laissé son sac à main derrière elle. Ma fille partir sans rien, mais c'est pas possible. Elle était toujours chargée. Tout le monde en rigolait d'ailleurs. Tout le monde disait, regarde, c'est Vanessa qui arrive. Là, mais regarde, elle est encore chargée, c'est pas possible. Tout le temps. Pour sa meilleure amie Linda, cette attitude ne colle pas avec le caractère méthodique de Vanessa Mellet.
Vanessa est tellement dans le détail. Attends, est-ce que j'ai mon portable? Avant de sortir, elle prend son manteau, elle réfléchit, elle prend son temps. Elle prévoit en fait. Enfin, pour qu'elle sorte comme ça, sans son sac, sans son portable, sans... C'est que vraiment, pour quelques secondes, puis après elle rentre et puis c'est tout. Les minutes défilent et Vanessa reste introuvable. Michel, son beau-père, se lance alors à sa recherche. Je prends ma voiture, je sors et je dis bon, je vais aller voir si elle est partie marcher ou quoi que ce soit. Alors je demande à un restaurateur qui sortait ses tables, il dit s'il n'avait pas vu une jeune fille. Il me dit non, il me dit par contre il y a un car de police qui part à ce moment-là. Donc je les klaxonne et puis je les rattrape à Langrune-sur-Mer. Ils m'ont cru tout de suite quand j'aurais dit ma belle-fille elle a disparu. Ils ont été très réactifs. Intrigués par les circonstances de cette disparition, les gendarmes déclenchent des recherches le jour même. Dès le départ, ils sont très impliqués dans les recherches. Ils vont même faire venir un chien, un malinois. Ma femme lui donne un vêtement à Vanessa, qui n'avait pas été touché. Le chien, il part en direction de la mer, et puis sur la digue, il a fait 200-300 mètres là. Plus de traces, plus rien. Les chiens s'arrêtent, plus rien. Comme si elle s'était évaporée. Le soir arrive, je me dis mon Dieu, mais où elle est? C'est pas possible ça. La première nuit, on dort pratiquement pas, on n'attend qu'une chose, c'est qu'elle revienne. J'ai passé toute la nuit fixée le portillon pour voir ces baskets blanches. J'ai dit je vais les voir ces baskets blanches. Elle va venir. Personne. Vanessa aurait-elle pu partir sur un coup de tête? Et surtout, sans rien dire à sa mère. Elle n'aurait pas quitté sa maman comme ça. Elle aurait fait trop de mal à sa maman. Il y avait la petite zézette. 3 zézettes. Non. Elle est toujours au cou de sa maman. Toujours. Ah, elles étaient fusionnelles, hein, toutes les deux. Deux copines. Vraiment deux copines. Ah, ma petite princesse. Partout où on allait avec Vanessa, sa mère était au courant. C'était pas une journée ou une minute ou une heure, sa maman était pas au courant, on était. 1500, d'accord. Mais ça fait encore cher le diamant. Les coups de fil, c'était 5-6 fois par jour. C'est pas moi qui appelais, c'est elle qui m'appelait. Moi, je voulais au contraire un petit peu... Mais non, maman ci, maman ça, et puis... On se faisait des petits restaurants, on se faisait plein de petites choses comme ça, les boutiques. Et on riait. Les vacances se terminent. Ce fut très triste. Au fil des jours, les gendarmes élargissent le périmètre des recherches et le mystère de la disparition de Vanessa s'épaissit. Il y a un hélicoptère qui a survolé la côte à plusieurs reprises. Il y a eu des battues un peu partout. Parce qu'il y a eu du travail de fait, hein. Énorme travail de la gendarmerie, hein. Ils ont fait porte-à-porte, ils ont fait toute la côte. Il y a eu aussi des plongeurs dans des marais, là, ils ont fait des recherches en bateau. Même là-bas aussi, chez Vanessa, à Hérouville. Au domicile de Vanessa, ils ont envoyé des gendarmes à moto, parce qu'elle habite le long du canal là-bas, pour voir s'ils ne la voyaient pas, s'ils ne trouvaient pas un corps. Et ce qui vraiment étonnait les enquêteurs, c'est qu'il n'y avait aucune trace, rien du tout. Alors les enquêteurs vont mobiliser les médias. Puis la gendarmerie du Calvados recherche toujours une jeune femme de 37 ans disparue mardi dernier à Langrune-sur-Mer. Elle s'appelle Vanessa Mélé, elle mesure 1 mètre... Seulement cet appel à témoins ne permet pas de faire avancer les recherches. Sans preuves matérielles, sans témoins, les enquêteurs se raccrochent alors à la dernière trace de vie de Vanessa. Le fait que les chiens s'arrêtent face à la mer, près d'un ponton, ça peut laisser penser que Vanessa ait pu peut-être se jeter dans la mer. Mais alors, Vanessa avait-elle des raisons de se donner la mort? À première vue, cela ne colle pas avec la personnalité de la jeune femme. Vanessa, c'est une jeune femme qui a 37 ans en 2016, qui travaille dans une agence bancaire à Hérouville, tout près de Caen.
Vanessa, elle était célibataire à ce moment-là. Elle vivait dans son pavillon qu'elle avait acheté, en bordure du canal, dans un petit lotissement vraiment tranquille à Aéroville. Donc elle a fait l'acquisition de sa petite maison avec son terrain, puis elle était tranquille. Enfin, du cheval. Ah, tiens, bah, il y est déjà. Alors, ça y est. On a travaillé 2 ans ensemble. Je l'adorais, on s'est apprécié très très vite. Et on s'est côtoyés en dehors du travail. Calvaire Saint-Pierre. Parce que déjà... Ma Vanessa, toujours magnifique. Toujours très coquette. Merci Vanessa. Allez, Camilla, debout. Elle était persévérante. Elle va jusqu'au bout pour l'achat de son appartement. Bon, c'est pas évident quand on est une jeune fille toute seule. J'y suis dedans. C'est la salle de bain qui est en face. Elle fait visiter les visites, puis il n'y avait rien à faire. Et elle savait ce qu'elle voulait. Jusqu'à la fin, on en a fait une 50aine. Et quand elle a décidé, boum, c'est fait, je prends ça. Vanessa est donc une jeune femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pourtant, en 2016, un événement inattendu va briser les ambitions de Vanessa. C'était au mois d'octobre, début d'octobre. Je me souviens, un matin, elle m'appelle, elle me dit « J'ai du mal à marcher, tu peux m'emmener chez le médecin ?» Sa souffrance, c'est qu'elle avait du mal à marcher. Ça montait en puissance. Je me rendais compte, je me dis, mais c'est pas possible. Elle était défigurée par la souffrance. Les douleurs de Vanessa prennent des proportions considérables. Si bien que la jeune femme doit revenir vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Elle souffrait dans les jambes. Elle avait l'impression que son bassin bougeait, descendait, tout ça. Ça l'a brûlée. Elle en tremblait tellement elle souffrait. Même conduire, elle avait du mal. Elle gesticulait comme ça dans la voiture sans arrêt. Elle est même rendue à marcher à un moment donné avec une canne. Pourtant à 37 ans, bon. Vanessa consulte de nombreux spécialistes. Elle est même hospitalisée quelques jours au CHU de Caen. Ce fameux professeur lui a dit « Mademoiselle Mélé, un psychiatre qu'il faut que vous alliez voir. » Les médecins ne détectent rien d'anormal et vont même jusqu'à mettre en doute les souffrances de la jeune femme. Donc Vanessa, en sortant, ma fille, elle me fait « Maman, je suis pas folle, maman. Je sais où j'ai mal, maman. Je suis pas folle, maman. » Ces symptômes pourraient être d'origine psychique. Pourtant, les douleurs sont bien là et le diagnostic n'est toujours pas posé. Personne n'a mis un mot sur sa douleur. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on mette un mot. La plupart des gens diront, psychologiquement, c'est intenable. Elle voulait savoir, mais elle n'avait plus confiance. L'hôpital, c'était fini. À partir de ce moment-là, tous les 2 jours, on allait voir les ostéopathes, chiropracteurs, tous ces gens-là. On essaye tout quand on est malade. On essaye tout pour ne plus avoir mal. On essaye tout pour guérir. Seulement les douleurs s'aggravent. Et peu à peu, Vanessa se renferme sur elle-même. Sa maladie devient une obsession. Et la jeune femme s'isole. Elle est obligée de s'arrêter de travailler. En tout cas, de se mettre en arrêt de travail, en indisponibilité. Ça l'a un peu renfermée sur elle-même là-dessus. Après, elle avait plus trop confiance. C'était une spirale. Donc, elle était dans le médical. Sur Internet, elle s'était renfermée là-dessus. À partir du 26 novembre, il n'y avait plus aucun contact avec amis, collègues. C'était fini. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. Le désespoir de Vanessa l'aurait poussée à se donner la mort. Mais ce scénario, l'entourage de la jeune femme n'y croit pas une seule seconde. Là, j'y crois pas un seul instant. Vanessa, non. Non. C'est pas elle, ça. Non, Vanessa, elle n'a jamais été comme ça, elle, justement. Puis c'est une battante en plus, alors bon.
Au moment de sa disparition, elle envisageait de reprendre le travail au mois de janvier. Elle avait le projet également de partir en février avec une de ses amies en Thaïlande. C'était une jeune femme qui, au moment de sa disparition, était dans la douleur physique, mais qui allait bien et qui avait des projets. Vanessa était donc prête à reprendre le cours de sa vie. Et pour les proches de la jeune femme, des éléments plus tangibles permettent d'écarter la thèse du suicide. J'ai entendu parler pas mal de suicides. Des gens qui se noyaient. Nous sommes une région où on habite près de la côte. C'était marée basse ce jour-là. À marée basse, à Langrune, la marée est assez loin quand même. Donc ça veut dire qu'il faut marcher sur la plage. C'est assez improbable. Vanessa avait du mal à marcher. Ça faisait 3 semaines, 1 mois qu'elle était chez ses parents, avec des douleurs intenses. On ne l'imagine pas en train de marcher des centaines de mètres pour aller se jeter dans les eaux glaciales. Et puis d'ailleurs, le chien aurait amorcé le chemin dans le sable, en tout cas sur la plage. Or là, c'est pas le cas. Le chien, il s'arrête vraiment sur la cale. Donc je pense que non, ça colle pas. Et un dernier argument, plus scientifique cette fois, tend à prouver que Vanessa ne se serait pas donné la mort. Dans 90% des cas, la mère redonne le corps. Il aura voyagé peut-être, il ne sera pas au même endroit. Il y a quand même pas mal de gens qui se promènent sur la mer. Ça nous arrive de découvrir des choses. Là, on n'a rien, on trouve rien. Sans corps, aucun élément ne permet aux enquêteurs de refermer la piste du suicide. Cependant, une autre hypothèse apparaît, bien plus inquiétante. Souvenez-vous, le chien policier perd la trace de Vanessa sur la digue, en face de la mer. Ce qui était privilégié assez rapidement, c'est quand même effectivement l'intervention d'un tiers. Est-elle montée dans une voiture? C'est fort probable. Quand un chien perd la piste de quelqu'un sur le sol, c'est qu'on monte dans un véhicule. Bon, bien sûr, il y a la piste qu'elle parte, et puis quelqu'un qui l'est... La mauvaise personne qui soit là à ce moment-là. La mauvaise rencontre, je me dis, mais c'est pas possible. Bon, mais il y a de chance pour que ça arrive ce jour-là. Le jour où elle a envie de sortir, qu'elle est pas bien en plus. Langrune-sur-Mer, c'est une petite station balnéaire de la côte de Nacre. L'été, c'est très fréquenté, hein. Il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup de touristes. Au mois de décembre, il y a beaucoup moins de monde. C'est une petite commune très calme, résidentielle. À 7h30, il y a des gens qui vont acheter leur pain, il y a des gens qui partent au travail. La mauvaise rencontre, c'est assez improbable. D'après ses proches, ce n'est pas dans le tempérament de Vanessa de monter en voiture avec un inconnu. Alors, Vanessa Mellet connaissait peut-être son agresseur? Possible. 2 mois après sa disparition, l'enquête est requalifiée en enlèvement et séquestration. Elle s'est faite piéger. Ma fille, elle est tombée dans un piège. Elle ne l'a pas vu arriver. La seule explication que je peux trouver, c'est effectivement qu'elle devait aller voir quelqu'un avec qui peut-être elle avait rendez-vous. Alors, les enquêteurs n'ont pas trouvé trace, que ce soit dans son ordinateur, dans son téléphone, d'un rendez-vous qui ait pu être noté. Aucun rendez-vous récent. Mais les enquêteurs font une découverte surprenante qui va ouvrir la porte à une autre hypothèse. Quelques années avant de disparaître, Vanessa avait déposé une main courante à l'encontre de son ancien compagnon avec qui elle vivait et que l'on voit ici danser sur ces images. Quand elle m'a raconté que son ex-copain était très agressif et qu'il était venu sur le lieu de travail, donc du coup il y avait des témoins, des collègues qui ont été témoins. C'est sa chef qui a vu de la fenêtre. Il a levé la main sur Vanessa. Donc à partir de ce moment-là, sa chef, elle a fait une main courante. Et les collègues ont témoigné auprès de notre employeur en disant il est urgent que Vanessa parte d'Île-de-France parce que il faut qu'elle s'éloigne de lui. Alors lorsque Vanessa disparaît,
Les enquêteurs vont s'intéresser de plus près à sa relation avec cet ex-compagnon violent. Ils sont connus dans une soirée, donc il y avait une amie, et puis qui connaissait, voilà, et puis ils se sont rencontrés tout comme ça, tout bêtement. C'est quelqu'un qui est grande gueule, si on veut. Il aime bien se faire voir. Et t'as mangé ou pas? Non, bah j'attends comme ça. Attends, il s'occupe. Mais va chercher la viande dans la salle, toi. Il commençait à gagner de l'argent, ça y est, c'était moi que voilà, et puis bon. Il avait l'air de la serrer un peu, quoi. Hein. De l'enfermer, ça, elle aimait pas ça, elle, par contre. Il a baissé Vanessa, c'en est même incroyable que ma fille, dès qu'il était là, je la reconnaissais pas. Elle parlait plus. C'est lui qui parlait. Il aime bien, un monsieur qui aime bien se faire voir, téléphone. Non, c'était pas possible. Ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, ces deux-là. Du tout. Du tout. Mais Vanessa, elle était amoureuse, hein. Voilà. C'est finalement l'agression sur son lieu de travail qui va décider Vanessa à quitter son compagnon. Quand on en vient aux mains, après, bon, c'est pas, hein, sur un coup de colère, ça peut vite dégénérer. Hein. Ça aurait pu mal se terminer, tout à fait, ça aurait pu mal se terminer. Heureusement pour Vanessa, elle va obtenir un nouveau poste non loin de chez sa mère et de son beau-père, en banlieue de Caen. On était contents d'ailleurs qu'elle soit revenue, hein, parce qu'on savait que si elle restait avec lui, elle allait jamais être tranquille. Tout semble revenu à la normale. Mais vous allez le voir, son ex-compagnon n'est pas tout à fait passé à autre chose. Aurait-il voulu recoller les morceaux? Ah, il est venu sur Caen, qui lui disait t'as été là, t'es habillée comme ça. Il l'appelait tout le temps. Oh, j'étais avec Vanessa, on faisait des courses, t'es où? Tout le temps. Ça a été assez dur, hein, pendant quelques années. Il y avait beaucoup de menaces, des choses comme ça. Il voulait venir à la maison, il était en colère, tout ça. J'ai dit, on va l'attendre, le garçon. Parce que c'est pas lui qui va faire le chef. Et je suis bien contente d'avoir toujours été à côté de ma fille, parce qu'il aurait peut-être bien voulu éloigner la maman. Malgré leur rupture, Vanessa entretenait-elle encore une relation secrète avec cet ex-compagnon? Elle se confiait pas beaucoup sur sa vie amoureuse. C'était une introvertie. Elle se dévoilait pas. Hein. Elle avait ses jardins secrets. Même si la famille l'ignore, cet ex-compagnon aurait peut-être pu donner rendez-vous à Vanessa. Les enquêteurs vont donc chercher à savoir où il se trouvait le matin du 6 décembre 2016. Après avoir épluché ses relevés téléphoniques le jour de la disparition de Vanessa, les enquêteurs l'ont rapidement mis hors de cause parce que son téléphone, ce jour-là, a borné en région parisienne. Tout porte à croire que la piste de l'ex-compagnon s'arrête là. Et les soupçons de la famille se portent désormais sur un autre homme, au profil des plus intrigants. En effet, le dimanche 4 décembre, 2 jours avant de disparaître, Vanessa a eu affaire à un homme dont l'attitude a retenu l'attention de la famille. La jeune femme a consulté un thérapeute alors qu'elle se sentait au plus mal. Elle souffrait tellement. Je dis allez, il faut que je trouve quelque chose, je ne peux pas la laisser comme ça. Et donc j'ai trouvé quelqu'un, un psychothérapeute, hypnotiseur. Il a 7 avis favorables. Et il me dit, écoutez, venez à 17h, à mon cabinet. Elle a pris rendez-vous avec ce praticien hypnotiseur. Un dimanche après-midi. Ça paraît bizarre. Vanessa, je l'emmène, et je vois un véhicule arriver, mais alors de la bouche jusqu'en haut, comme ça. Il y avait des couvertures en vrac dans son... Mais vraiment, j'en étais malade quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, je sens pas. Malgré les réticences de la maman, Vanessa va quand même rentrer dans ce cabinet. Et la consultation va s'éterniser. Ma mère voulait rentrer
Ça, c'était hors de question. Et bon, ils se sont parlé pendant 2 heures. C'est long, 2 heures. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il a fait. Et effectivement, lorsque Vanessa ressort de ce rendez-vous, elle est changée. Pas moi qui le dis, c'est sa mère. Elle est changée et puis elle parle pas. Au moment de partir, Vanessa, elle était fatiguée. Elle a pu dire rien. Vanessa, pas un mot. Elle n'a pas dit qu'est-ce qui s'était passé. Rien. Ce comportement ne va pas la quitter jusqu'à sa disparition. Mais vous allez le voir, il y a plus étrange encore. Le lendemain, le lundi 5 décembre, Vanessa, accompagnée de sa mère, se rend à un autre rendez-vous médical. Cette fois, chez son kinésithérapeute. Seulement, au moment de sortir, Annick, stupéfaite, reconnaît le véhicule de l'hypnotiseur consulté la veille. Je vois le véhicule, plein de boue. Mais alors là, je lui dis, mais c'est pas possible, c'est le même qu'hier qui est là. Je dis, c'est pas possible. Et comme ça, mais j'étais quoi, à 20 à l'heure? Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Lorsque les 2 femmes ressortent du cabinet du kiné, clairement, Annick dira avoir vu le psychothérapeute venir de la direction du cabinet du kiné. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là, à la même heure? Il y a plus troublant encore. Vanessa, qui assiste à toute la scène, ne réagit pas. Quand je le regardais, elle avait la tête baissée. Même quand on a dit son nom, Vanessa, elle était toujours comme ça à côté de moi. Elle était à côté de moi dans la voiture. Elle a rien dit, rien. Elle n'a pas bougé la tête, rien du tout. Que fait cet homme ici? Et surtout, pourquoi Vanessa n'a pas réagi? Annick pense tenir une piste sérieuse. Et elle fait part de ses soupçons aux enquêteurs. La mère le voit, et lorsqu'il est entendu par les gendarmes, il dira qu'il n'y était pas. Que la mère a rêvé. Il dit qu'il n'y était pas. Qu'il n'était pas là. L'enquêtrice a préféré les dires de cet homme-là, qu'on est 2 à l'avoir vu, et que pour elle... Apparemment, Annick se serait trompée. Pour les enquêteurs, aucune preuve ne permet pour l'instant de relier cet homme-là à la disparition de Vanessa. Les enquêteurs, au départ, ils avaient rarement connu un cas avec aussi peu d'indices, aussi peu de choses auxquelles se raccrocher. Là, il y avait rien de rien, quoi. Comme si elle s'était volatilisée à 150 mètres de chez elle, quoi. Une à une, les pistes se referment. Et l'entourage de Vanessa commence à perdre espoir d'obtenir un jour des réponses. Je vais pas me mettre dans la tête, m'imaginer, mais ma fille, elle est peut-être morte. Ben alors là, qu'est-ce que je fais là? Et ben là, je suis détruite, parce que là, c'est même plus la peine de vivre. On peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on trouve rien. On peut gratter encore, il y a toujours à gratter. On peut trouver quelque chose. Pour ne pas sombrer dans le désespoir, l'entourage de Vanessa décide de reprendre l'enquête, depuis le début. Annick et Michel, ils se sont démenés, ils ont remué ciel et terre pour essayer de faire avancer les choses. Ce que je voulais, moi, c'est qu'il soit toujours sur l'affaire, qu'il ferme pas le dossier. Et moi, de toute façon, je ferai tout. J'irai jusqu'au bout. Je sais pas jusqu'où que ça va aller. Mais là, je veux que ça bouge. Ben moi aussi, je fais mon enquête, bien sûr. C'est pour ma fille, c'est pour la retrouver. Je fais tout pour pas qu'elle sache que je l'oublie pas, qu'elle est quelque part. Déterminé, le couple va remuer ciel et terre pour retrouver Vanessa. Si ça peut aboutir à quelque chose, je le ferai tout le temps. Les affiches de Vanessa, ça a été un gros travail. Hein. Elle en a fait, je ne sais pas combien de centaines elle a pu faire. Hein. C'est énorme. Hein. Il y en avait partout, dans toute la région. J'en ai fait pas loin de 5000. Pendant des mois, de jour comme de nuit,
l'entourage de Vanessa sillonne la région. Et ils font tout leur possible pour tenter de percer le mystère de cette disparition inquiétante. Moi, je sais que je suis rentrée dans des jardins, à Luc-sur-Mer, plus loin, tout ça. On arrêtait les voitures et puis je rentrais dans les jardins, je regardais si elle pouvait être cachée là ou... C'est fou. C'est fou, et je la voyais partout en plus. Je la voyais partout. Je suis rentré dans un squat. Les squatteurs ont été très surpris de me voir. Mais j'avais la photo de Vanessa dans les mains. Ils avaient compris. Je vous remets la fiche de ma fille qui a disparu pour le... Je suis au courant pour la marche. Voilà, pour la marche. On a organisé une marche blanche. On a essayé d'ameuter tous nos amis pour qu'ils participent à cette marche blanche. Mais les efforts d'Annick et Michel n'aboutissent pas jusqu'à ce qu'un coup de théâtre vienne bouleverser l'enquête. Janvier 2019, contre toute attente, la maman de Vanessa Mélé est convoquée par le juge pour une raison surprenante. Les premiers suspects, ce sont les parents. Et là, on les a bien travaillés. Surtout sa maman. Elle est restée 4 heures et puis il l'a vraiment secouée. Hein. Ah ben le juge lui disait mais avouez madame, avouez que c'est vous qui avez tué votre fille parce que elle souffrait trop, vous l'avez libérée quoi que ce soit. Avouez madame, avouez. Vous avez donné des somnifères. Mais non, mais là, vous avez aidé votre fille. Je pleurais. J'en tremblais. Parce que je dis, c'est pas possible. Ma fille, j'aurais supprimé ma fille, mais me dire ça au bout de 2 ans. Alors qu'elle se démène, elle, à faire ses enquêtes justement pour que ça avance, pour aider la justice. Elle était anéantie, là. Là, c'était insoutenable pour elle, bien sûr. Moi, j'ai bien cru que j'allais en prison, c'est bien simple. Je me suis dit, ça y est, je vais y aller, là. Que les gendarmes s'intéressent aux parents, on ne peut pas leur reprocher. Ça, c'est logique. Mais en général, on le fait au début. Car on ne le fait pas 2 ans après. Mais Annick et Michel ne sont pas au bout de leur surprise. Les enquêteurs vont suivre la piste coûte que coûte. Ils ont été traqués, leur voiture a été traquée, ils ont été sur écoute. Ils sont venus faire des perquisitions au domicile. Il y avait les chiens, il y avait tout ça. Ils sont venus, mais alors là, mais je me suis dit, mon Dieu. Mais je voyais la pelleteuse arriver aussi. Je me suis dit, ils vont creuser partout. Mais ça y est. Ils ont passé des appareils pour voir si des fois elle aurait pas enterré le corps dans le jardin, vous voyez, s'ils retrouvaient des ossements, des choses comme ça. Annick et Michel ne s'attendaient pas à être mis en cause par les enquêteurs. Pour le couple, il s'agit d'une trahison. L'enquêtrice, pour moi, c'est la justice, c'est la police, elle va m'aider. On va retrouver Vanessa. Et ce qu'elle m'a fait, elle m'a trahi. La directrice d'enquête venait tous les 15 jours au domicile des parents, elle prenait le thé. Il y avait une espèce d'intimité qui s'était créée entre les enquêteurs et la famille de la disparue. Le juge s'est peut-être rendu compte qu'on n'avait rien à voir là-dedans, hein, puis c'est tout. Hein. On a perdu du temps, peut-être, à ce moment-là, à rester figé sur les parents. Est-ce qu'on n'a pas perdu des indices, quelque chose? Le temps de laisser des gens se retourner. Page après page, la famille reprend tout le dossier, à la recherche d'un nouvel indice. Un travail de titan. Ils exploitent tout. Tout ce qu'ils peuvent exploiter, ils l'exploitent. Ils ont relu des auditions, des écoutes téléphoniques. Ils arrivent à trouver des trucs. Mais c'est dingue. Au moins 3500 pages, je crois, qu'elle a faites elle-même. Hein. Ouais. Même les gendarmes sont surpris. Ouais. Ah, ils ont dit qu'elle aurait pu faire une très belle enquêtrice, bien sûr. Ouais. Et c'est en fouillant que le couple constate qu'une piste a été négligée par les enquêteurs. Celle de l'hypnotiseur. Souvenez-vous. Dans sa déposition face aux gendarmes, l'homme affirmait ne pas se trouver près du cabinet du kinésithérapeute, le lundi, la veille de la disparition de Vanessa. Or, Annick est formelle. À partir du moment où il ne veut pas dire
qu'il était là, alors que moi je l'ai vu, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Et le couple a de quoi étayer ses soupçons. Il découvre que quelques heures seulement avant cette entrevue, le lundi chez son kiné, Vanessa était en contact avec l'hypnotiseur. Avant le rendez-vous chez le kiné, ils se sont téléphonés à 4 reprises. En tout, 14 minutes 58 secondes de dialogue entre eux. Ils ne se connaissent pas, ils se connaissent depuis la veille où ils ont passé 2 heures ensemble dans une consultation. On ne sait pas du tout ce qui s'est dit pendant ces appels qui ont duré une quinzaine de minutes en tout. En un quart d'heure, on parle pas mal. C'est pas juste pour prendre un rendez-vous. Lui, il dit pour reprendre rendez-vous. Ok, il dit ce qu'il veut. Ce rendez-vous n'a été marqué nulle part, ni sur l'agenda du psychothérapeute, on n'en trouve pas la trace. Et Vanessa n'a pas confié ni à sa mère ni à son beau-père l'existence de ce rendez-vous. Michel et Annick se sont forgés une conviction. C'est lors de ces 4 échanges téléphoniques que le thérapeute aurait appris que Vanessa devait se rendre ce lundi après-midi chez son kinésithérapeute. Il savait que Vanessa venait là et il pensait qu'il allait peut-être la trouver toute seule ou quoi que ce soit. Et puis quand il a vu qu'elle était avec sa mère, il est reparti. Si Vanessa avait pris sa voiture toute seule, il aurait peut-être été lui parler. Seulement voilà, il est impossible pour les enquêteurs de prouver la présence de l'hypnotiseur sur place. Car son téléphone n'a borné nulle part à l'heure de cette hypothétique rencontre. L'hypnotiseur a coupé son téléphone. On se rend compte que son téléphone est éteint entre 15h41 et 17h46. On ne sait pas vraiment où il était à ce moment-là finalement. Et ce n'est pas tout. Le mardi matin, au moment même de la disparition de Vanessa, le téléphone de l'hypnotiseur est encore une fois éteint. Il est coupé la veille à 22h et quelques, et il est rallumé vers 9h, pas loin de 10h. Et ce qui veut dire qu'au moment de la disparition de Vanessa, là encore, le téléphone ne peut pas être utile à l'enquête. On ne sait pas où se trouvait l'hypnotiseur pendant le rendez-vous chez le kiné, pas plus qu'on ne sait où se trouvait l'hypnotiseur au moment de la disparition de Vanessa. Hasard ou coïncidence ? Par 2 fois, en moins de 24 heures, le téléphone de l'hypnotiseur est coupé, y compris au moment où Vanessa disparaît. Voilà qui a de quoi surprendre. Et c'est un ultime détail qui va conforter les parents de Vanessa dans leurs soupçons. Le jour de la disparition de la jeune femme, sa famille la cherche partout. Et Annick a une idée. Elle veut appeler l'hypnotiseur. Je me suis dit, mais le seul qui aurait pu lui dire d'aller marcher, c'est cet homme-là qu'on avait vu le dimanche. Donc ma réaction, ça a été, il faut que je l'appelle. Et il me dit qu'elle avait repris rendez-vous pour le mercredi. Elle disparaît le mardi. Elle avait repris rendez-vous pour le mercredi à midi. Et précisément, le mercredi, lendemain de la disparition, le téléphone sonne au domicile du couple. Et Annick s'interroge sur l'heure de cet appel. Il m'avait dit qu'elle avait repris rendez-vous à midi. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il appelle à 12h02. Et aussitôt qu'elle avait 2 minutes de retard, il appelle tout de suite pour dire qu'elle n'est pas au rendez-vous. Il attend même pas 5 minutes. Il devait avoir en main pour dire 12h02, il faut que je l'appelle. Le plus étonnant, pourquoi il a appelé sur mon fixe? Pourquoi il n'a pas appelé sur le portable de Vanessa, puisqu'il l'avait rappelé la veille? Il a bien réussi à rentrer en contact le lundi avec elle à 4 reprises. Donc il a son téléphone, il a son téléphone portable, il a tout. Et il appelle pas Vanessa, il appelle la maman. C'est bizarre, ouais, pourquoi qu'il rappelle sur le téléphone fixe de ma maman, ouais. Ça, voilà, c'est des points d'interrogation, tout ça, ouais.
Ça, c'est ce qu'on ressort, nous, de notre enquête. Hein. On a posé les questions au juge, à notre avocat, les gendarmes, on leur a parlé, personne ne nous répond. Et c'est un silence assourdissant. Selon Annick et Michel, cela fait tout de même beaucoup d'éléments à charge contre l'hypnotiseur et qui n'auraient pas été pris en considération par les enquêteurs. Ils auraient pu faire des recherches ADN sur son véhicule directement. On ne sait même pas là, s'il a toujours le véhicule. Hein. Il peut être à la casse ou quoi que ce soit maintenant. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été approfondies là-dessus. Oui. Malgré les soupçons de la famille, rien, selon les enquêteurs, ne permet de relier de près ou de loin l'hypnotiseur à la disparition de Vanessa. Pour l'instant, c'est une personne qui, à ma connaissance, a été entendue 3 fois par les enquêteurs, qui a jusqu'à présent été mise hors de cause. L'enquête reste ouverte, bien qu'aucun élément nouveau n'ait permis de faire la lumière sur la disparition de Vanessa Mellet. Toujours aucune trace, bien sûr. On n'en sait pas plus. C'est toujours un grand mystère. Ça fait 6 ans. Donc, toutes les investigations qui ont été menées sont un échec. Je pense qu'il y a eu des loupés. Ils ont déployé beaucoup de choses pour la recherche. Mais on ne doit pas s'arrêter comme ça, on doit continuer. Il faut donner une réponse à cette énigme. On ne peut pas laisser des gens comme ça seuls. S'il m'écoute, le juge, mon seul souhait, c'est qu'on recommence tout avec ce dossier-là, qu'on connaisse la vérité. Il faut qu'on nous donne des réponses à toutes nos questions. Mon seul espoir, c'est celui-ci. C'est la demande de transfert de dossier vers la brigade criminelle de Caen, de police. Tout ce que je fais, tout, c'est pour elle. C'est pour la retrouver. En me disant, peut-être qu'elle est quelque part, qu'elle ne peut pas me téléphoner. Vous allez pour moi, mais j'ai pas osé prendre le téléphone. C'est pour ça que je ne veux pas sortir de la maison. Même les vacances, je ne veux pas partir en vacances, même 5 ans après. Parce que je me dis, il faut que je sois là quand elle va revenir. À Noël, son assiette est toujours mise. Il y a toujours eu des petits gâteaux, une couverture. Parce qu'elle a toujours l'espoir que sa fille revienne. Et j'espère qu'elle reviendra, Vanessa. Annick, évidemment, avec le recul, elle s'est dit, mais j'aurais jamais dû la laisser partir. J'aurais jamais dû la laisser, j'aurais dû la retenir là. Elle était décidée, elle était tellement... Puis ses yeux ronds qu'elle avait quand elle m'a fixée, mais les yeux comme ça, mais ronds. Je fais un tour, mais décidée comme ça. Je fais un tour, mais avec sa petite voix. Et je reviens. Sa petite voix, et je reviens. T'en fais pas, maman. J'en reviens, j'en reviens. Elle n'est jamais revenue. Il n'y aura aucun répit tant qu'on ne saura pas, hein, bien sûr. Comment on peut faire un deuil en plus d'une personne qu'on n'a pas retrouvée? Non, c'est impossible. Pas faire un deuil d'un enfant qui est dans la nature, d'accord? Mais elle est quelque part. On ne peut pas continuer comme ça. Avec le travail qu'on a fait et qu'on lâchera jamais, on ne veut pas lâcher, parce que ma fille, si elle est quelque part, si elle est décédée, qu'on m'amène son corps. Tant qu'il n'y a rien de trouvé, il y a de l'espoir, ça c'est sûr. Tant qu'il n'y a pas de preuve, elle est toujours vivante. Hein. Et j'espère, je le souhaite vraiment, qu'elle soit bien, qu'elle soit en bonne santé, et que, bon... mais bon, on aimerait vraiment qu'elle nous donne un signe de vie, quoi. Hein. Surtout ma maman, en plus, elle, c'était toute sa vie, ça, hein, sa fille. Voilà. La famille de la jeune femme ne perd pas espoir. Elle est à la recherche de tout élément qui leur permettrait d'obtenir des nouvelles de Vanessa. Si des fois elle me voit à travers cette émission, hein, qu'elle nous fasse savoir, même si
si elle ne peut pas revenir ou quoi, qu'elle nous donne un petit signe. Voilà. La souffrance, la douleur dans laquelle on est plongé, c'est tout ce manque, tous ces petits trucs-là, tout que je raconte comme ça, mais qu'il n'y a plus. Voilà. Sa voix, tout ça, c'est... Si quelqu'un sait quelque chose, il ne faut pas hésiter. On se rend à la police, à la gendarmerie. Tant pis si on se trompe. Tant pis si on se trompe. Si ce matin-là, on a confondu Vanessa avec une autre jeune fille. Il faut que cette enquête s'arrête un jour, qu'on sache ce qui s'est passé. Peut-être que, il y a des gens qui savent. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. C'est tout, il faut le dire. Il faut le dire.